Bonjour et bienvenue dans À l'air libre. Dans un instant, ne ratez pas notre entretien avec le journaliste et auteur David Dufresne. Avec Allo Place Beauvau, il a contribué à rendre visible l'étendue des violences policières lors du mouvement des Gilets jaunes. Et sur Mediapart, aujourd'hui précisément avec Pascal Pascariello, notre consoeur de Mediapart, il récidive avec une base de données encore plus précise qui intègre à présent les violences hors manifestation ainsi que la façon dont elles sont traitées ou pas. Plutôt pas, on verra, par la police des polices. Nous partirons ensuite aux États-Unis où notre correspondant à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, Julien Chailloux, nous parlera de la résonance des manifestations contre les violences policières en cours dans le sud des États-Unis où le passé esclavagiste n'est toujours pas passé. Et puis, avec Fabien Escalona et Pauline Groll, il sera question des municipales du 28 juin. Avec cette question, y a-t-il ou non une percée des écologistes? Ils en parleront avec leur invité, le chercheur Simon Persicot. Pour nous écrire, le mail de l'émission, c'est alairlibre@mediapart.fr. À l'air libre numéro 59, c'est parti. Et pour débuter cette émission, nous recevons un confrère et ami. Bonjour David Dufresne. Bonjour. On est très heureux de te recevoir dans À l'air libre. Beaucoup de ceux qui nous regardent te connaissent, mais pour les autres quand même, quelques mots. Tu es journaliste, auteur de plusieurs web documentaires primés. Et au moment des Gilets jaunes, tu as commencé à signaler sur ton compte Twitter les violences policières en France, violences vérifiées et recoupées, notamment par des vidéos. Ton mot-clé, c'était alors Allo Place Beauvau, on s'en souvient, une interpellation directe au ministère de l'Intérieur. Le compteur s'est vite emballé. On est désormais, je crois, à 950 signalements, très exactement. Et ce projet, démarré sur les réseaux sociaux au moment des Gilets jaunes, a eu sa traduction en data sur Mediapart avec un état des lieux chiffré de l'ampleur des violences et de la répression policière en France. Ce projet, tu ne l'as pas abandonné, tu l'as même poursuivi, et d'ailleurs donc tu as publié ce matin sur Mediapart avec la complicité de notre consoeur Pascal Pascariello plusieurs articles pour nous présenter une version augmentée, encore plus précise, plus détaillée de cette base de données qui inclut donc non seulement les violences en manifestation, mais aussi les violences policières hors manifestation, et un bilan de l'action de l'IGPN, la police des polices, qui est censée, on y reviendra, enquêter sur les violences policières. David, avant justement d'aborder cette question centrale de l'action, ou plutôt de l'inaction de la police des polices, on va parler de cette base de données un petit peu. On la voit actuellement sur l'écran. Elle est extrêmement complète. Elle redonne la liste complète de tes signalements, leur localisation, le type d'armes employées, le type de blessures infligées contre les manifestants, aussi contre les journalistes. Parmi tous les chiffres de cette base de données assez foisonnante, est-ce que tu pourrais nous en citer un ou deux qui nous montrent l'étendue historique des violences policières en France aujourd'hui ? Alors il y a aussi des street medics dans la base, il y a aussi des passants. On se souvient de Lilian à Strasbourg qui sortait d'un magasin de sport 15 ans à l'époque et qui s'est pris une balle de LBD dans la joue. C'est les chiffres qui sont devenus un peu des chiffres de référence, y compris pour l'ONU, pour le Conseil de l'Europe, pour le Parlement européen, c'est-à-dire 25 éborgnés, 5 mains arrachées et un décès, Zineb Redouane, même si on a appris hier que... on va y revenir, que la police des polices, enfin qu'un expert considérait que, en gros, le tir était réglementaire. Et dans la police, qui dit réglementaire dit circuler, il n'y a rien à voir. Et justement, tout mon travail, tout notre travail, c'est de dire s'il y a à voir, s'il y a matière à discussion, il y a matière à débat sur la légitimité de l'emploi de la force. Donc, Allo Place Beauvau, c'était et c'est toujours une espèce d'observatoire comme ça qui va naître de manière complètement improvisée en décembre 2018, puis qui va se renforcer, mais qui a continué puisque j'ai signalé aussi des faits d'abus policiers pendant le confinement, des faits d'abus policiers présumés, on va dire, pendant les manifestations de pompiers, et puis tous ces actes racistes qu'on a vus documentés par Mediapart, par Arte Radio, par Street Press, qui sont sortis ces derniers temps, par Taha Bouafs, quand il a sorti la vidéo de l'île Saint-Denis, de ce jeune homme interpellé et se faisant traiter de bico. Bon, tout ça fait partie des signalements. Là. Évidemment, on ne peut pas être exhaustif. Donc, voilà, on est dans le symbolique.
Alors, ce qui est intéressant par rapport à Allo Place Beauvau, c'est qu'il y a eu des critiques, hein, évidemment, qui ont été formulées en disant que en fait, on exagérait, qu'il y avait moins de faits, que en réalité, l'usage de la force était légitime. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est que quand les chirurgiens décident de se coller au rapport, eh bien, ils indiquent plus de blessés graves que moi. Ça, c'est une étude du Lancet. Pour une bonne raison, c'est qu'ils ont les fichiers des hôpitaux, on va dire. On sait par les street medics qu'il y avait beaucoup plus d'interventions sur les manifestations que ce que j'ai pu notifier, compiler, etc. Mais grosso modo, le chiffre majeur, c'est ça, c'est 25 éborgnés, aujourd'hui 27, c'est 5 mains arrachées. Et je crois que c'est essentiel de le rappeler à chaque fois, ce sont des gens qui n'ont pas été poursuivis par ailleurs pour des faits de violence, etc. Donc on sent bien que l'idée de parler de légitime défense, etc., ça ne fonctionne pas dans leur cas. Et ces chiffres-là, ils sont absolument redoutables. Pourquoi ? Parce que, en fait, et ça c'est grâce à un autre collectif qui s'appelle Désarmons-les, on sait qu'en 20 ans, la police avait mutilé autant dans les banlieues et chez les supporters de foot principalement, qu'en 6 mois pendant les Gilets jaunes. Donc on a une massification de la violence policière, on a un développement de la brutalité policière qui est apparent. Et quand je dis apparent, c'est que il n'est pas nouveau, bien évidemment, personne n'a dit que c'était nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la documentation. Ce qui est nouveau, c'est la compilation. Ce qui est nouveau, c'est le fait de pouvoir tracer ces violences. Alors, l'autre nouveauté, justement, la grande nouveauté, on peut même dire, de cette énorme base de données, ce que tu rajoutes au module existant Allo Place Beauvau, à tous ces signalements, c'est un autre module qui s'appelle Allo IGPN. On le voit aussi s'afficher pendant qu'on parle. Pendant 6 mois, avec Pascal Pascariello de Mediapart, tu as épluché, analysé, un par un, 65 dossiers de l'IGPN, la police des polices, dont toutes avaient fait justement l'objet d'un signalement dans Allo Place Beauvau. C'est évidemment un travail énorme, hein, des milliers de pages que vous avez dû lire et compiler. Vous avez aussi d'ailleurs épluché les rapports annuels publics de cette institution. Et votre conclusion au terme de ce voyage méticuleux de plusieurs mois, elle est assez claire. Vous écrivez, je cite, « L'analyse globale met au jour des techniques récurrentes permettant à la police des polices de blanchir massivement les forces de l'ordre. » Avec ce chiffre, 65 plaintes suivies et seulement 3 condamnations. Oui. L'honnêteté oblige de dire qu'il y a des instructions en cours et qu'il y a des affaires dont on n'a pas de nouvelles, dont les plaignants n'ont pas de nouvelles. Donc moi, j'ai mis en cours. Mais en fait, en cours, ça peut vouloir dire enlisement prévu. Okay. Voilà, c'est très compliqué. Mais officiellement, ce ne sont pas des enquêtes clôturées. Donc soyons très clairs, ce n'est pas l'IGPN qui classe, c'est la justice. Hein, c'est toujours la justice qui classe, c'est le parquet qui classe, le parquet de Paris, de Nanterre, de Bordeaux, de Marseille, etc. C'est lui qui classe. Mais il classe sur quoi ? Sur la base de quoi ? Sur la base d'investigations faites massivement, principalement par l'IGPN. Ça peut être aussi par les gendarmes, ça peut être aussi par des services dits de déontologie locaux de police. Donc là, ce qu'on a voulu démontrer, c'est que d'un côté, à Allo Place Beauvau, il y a les violences policières. Allo IGPN, comment l'impunité s'orchestre. La fabrique de l'impunité. La fabrique de l'impunité. Alors, effectivement, avec les gens de We Do Data, on a commencé par regarder les rapports de l'IGPN année après année. Premier constat, et les gens de We Do Data ont l'habitude, c'est leur métier d'extraire des données, etc. Ce qui nous a frappé, c'est le fait que d'année en année, les mêmes indicateurs n'étaient pas formulés de la même manière. Un coup, vous avez les violences volontaires, donc c'est celles qui nous intéressent, les violences policières, qui sont données par l'IGPN en chiffres bruts, et puis l'année suivante, c'est en pourcentage. Donc vous ne pouvez pas comparer. Et puis parfois, il y a des indicateurs qui disparaissent et qui réapparaissent 3 ans plus tard, ou qui sont ensablés. Vous avez de nouveaux indicateurs. Vous avez cette année, par exemple, le nombre d'usages du LBD qui n'est pas indiqué, comme par hasard. La grande année 2019, qui est celle des Gilets jaunes. Vous avez, par exemple, la disparition des plaintes concernant le racisme dans la police. Donc un jeu avec les données permanent. Voilà. Alors, c'est vrai que toutes les institutions publiques
c'est un exercice de communication, les rapports. Mais là, il y a quelque chose de particulièrement important. Hein. On parle de rapports de gens qui ont la violence, l'utilisation de la violence possible avec eux, des gens qui ont des armes avec eux. Donc la transparence doit être totale. Et ce que ces rapports démontrent, c'est qu'il n'y a pas de transparence, au point même que Brigitte Julien, qui est donc la nouvelle, la directrice en place de l'IGPN, dans son éditorial du rapport qui a été dévoilé lundi dernier, elle dit très clairement qu'il y a une triple ambition de l'IGPN et que la première d'entre elles, c'est de valoriser les agents de police et l'institution de la police. Elle le dit clairement, d'une certaine manière, merci pour cette transparence. Donc pas d'enquêter sur les faits. En tout cas, ce n'est pas sa première des priorités. Elle le dit. Et nous, on le démontre. Alors, comment la police, les polices arrivent à faire ça? Alors, là aussi, soyons clairs, il arrive que la police des polices aille au bout. Et notamment pour tout ce qui est administratif. Dès lors qu'un policier, par exemple, utilise l'ordinateur du commissariat pour aller farfouiller les fichiers, la voiture du commissariat pour aller faire son déménagement. Question de règlement intérieur. Question de règlement, là, ça tape et ça tape dur. Là où il y a une énigme, un angle mort, comme le disent certains sociologues, c'est le traitement des violences policières présumées, admettons présumées, comment l'IGPN travaille. Et là, qu'est-ce qu'on a vu avec Pascal? C'est tout un tas de techniques. Identification laborieuse des policiers auteurs de violences. D'abord, c'est difficile de les identifier. Exploitation tardive des preuves au risque de leur disparition. Un recours disproportionné à la force, souvent légitimé. On peut prendre par exemple, peut-être pour parler de ça, l'exemple de Zineb Redouane, justement. Ça peut être un bon exemple. Tu dis que c'était un cas d'école de la façon dont l'IGPN a travaillé. Cette femme algérienne de 80 ans, décédée à la suite d'un tir de grenade lacrymo à Marseille, alors qu'elle fermait la fenêtre de son appartement, tout simplement, lors d'une mobilisation des Gilets jaunes en décembre 2018. Comme tu l'as dit, il y a d'ailleurs un rapport d'expertise qui vient de dédouaner les policiers. Et finalement, on a l'impression en vous lisant que c'est un cas emblématique justement de cette, on pourrait dire, inaction organisée de l'IGPN sur une enquête. Oui, alors est-ce que c'est l'IGPN ou est-ce que c'est l'institution qui fait en sorte que l'IGPN ne puisse pas travailler? Mais tout ça est tout à fait imbriqué. Donc dans certaines histoires, à quoi on assiste? Eh bien, par exemple, des policiers dont on sait qu'ils ont travaillé ce jour-là, qu'ils étaient munis d'armes, eh bien ne remettent pas leurs armes. Hein. Donc comme ça, on ne peut pas savoir s'ils les ont utilisées. On sait que parfois, il y a des rapports justement de déplacement des troupes qui sont tronqués. On sait qu'il y a des caméras de vidéosurveillance qui marchent mal, les piles sont en panne pour les caméras de piétons. Il y a quantité de possibilités, si vous voulez, pour faire en sorte que la manifestation de la vérité ne soit pas établie. Et c'est ça le drame, c'est que on sent une telle... Oui, si on veut rester sympathique, on va parler d'inertie. Pour moi, c'est plus que de l'inertie. C'est quoi ? C'est une volonté de valoriser l'institution policière et les policiers. Hein. Il faut vraiment, j'invite les spectateurs de Mediapart à aller sur le site, en même temps qu'ils nous écoutent, sur le site du ministère de l'Intérieur, de télécharger le rapport, enfin on l'a mis aussi d'ailleurs, de télécharger le rapport de 2019 de l'IGPN et de lire l'éditorial. L'éditorial dit absolument tout, mais même pas entre les lignes, il le dit clairement, c'est-à-dire on est là pour vous protéger, chers collègues, la police, on est là pour protéger. Bon, donc voilà, il y a quantité de... Alors, ce à quoi on assiste aussi, ce qu'on voit, ce qu'on comprend, c'est des policiers qui ne sont pas auditionnés. Des policiers dont manifestement tout est fait pour ne pas les identifier. Donc on va vous dire, le tir pose un peu problème, mais enfin on ne sait pas qui a tiré, circuler, il n'y a rien à voir. Les victimes qui ne sont pas entendues. Des victimes qui ne sont pas entendues. C'est quand même problématique. C'est quand même problématique. Donc c'est pas des enquêtes contradictoires, c'est pas vraiment des enquêtes contradictoires. Et c'est là le nœud du problème, c'est que pour qu'on ait des enquêtes contradictoires, il faudrait qu'elles soient menées. Alors, dès lors qu'il y a des instructions judiciaires, qu'il y a des juges indépendants, là, on commence à rentrer dans des instructions contradictoires. Mais jusqu'alors, non, pas du tout. C'est la police des polices qui fait la police des polices.
Je veux dire, c'est en circuit fermé, c'est très très clair, c'est absolument clair. Et là, en épluchant tous ces rapports, toutes ces enquêtes, très sincèrement, j'étais sur le cul. Quand, par exemple, vous avez Mélanie qui s'est pris un coup de matraque dans la nuque et que vous comprenez que quand elle reçoit sa notification de classement sans suite, que grosso modo, c'est parce qu'elle avait un sac à dos sur le dos et que le policier ne pouvait pas la taper sur le dos mais a dû taper la nuque, qu'elle tombe. À ce niveau-là de malhonnêteté intellectuelle, on est sur le cul. Justement, d'ailleurs, vous avez adressé avec Pascal beaucoup de questions, une dizaine de questions, je crois, à la directrice de l'IGPN dont tu parlais, Brigitte Julien. Donc celle-là même qui dit que son ambition première, en effet, je cite, n'est pas de contrôler, mais de valoriser l'institution et ses agents. C'est une citation dans son rapport. Vous lui avez posé, je crois, 10 questions. Elle n'a pas répondu. Quelles sont, pour résumer un petit peu, mais quelles sont ces questions qui restent à ce jour sans réponse? Et on signale, bien sûr, que si elle veut vous répondre, c'est toujours possible. Elle a vos contacts et elle peut vous répondre. Il y a des questions très précises. Pourquoi tel indicateur, comme celui sur les discriminations, disparaissent? Et puis il y a des questions plus générales. Il faut savoir que la police a décidé depuis quelques mois de choisir ses journalistes, de choisir avec qui elle parle ou avec qui elle ne parle pas. Elle ne nous parle pas. En tout cas, l'institution, dans ce cas-là de plus officiel, refuse de nous parler. Mieux que ça, j'avais un rendez-vous place Beauvau, il est annulé la veille. Préfecture de police, c'est niette. C'est un détail, mais c'est intéressant. Peu de gens le savent. À Paris, le préfet de police, c'est Didier Lallemand, il vient de Bordeaux. Brigitte Julien, donc on va dire que... La directrice de l'IGPN. La directrice de l'IGPN, elle vient de Bordeaux, elle a travaillé avec Didier Lallemand. Le chef de la communication du ministère de l'Intérieur, du SICOP, M. Lavaux, était commissaire à Bordeaux. Un petit monde, des gens qui se connaissent. Ils sont arrivés à peu près en même moment à Paris, en 2018-2019. L'un pour s'occuper de l'ordre, l'autre pour s'occuper d'inspecter l'ordre, et le troisième pour s'occuper de la communication. Il n'y a pas de malveillance en disant ça. Simplement, les choses sont cadenassées. Le problème pour eux, c'est qu'en réalité, on le voit très bien avec tout ce qui est en train de se passer, Adama Traoré... Des mobilisations, avec encore une manifestation samedi à Place de la République à Paris et dans d'autres villes. C'est que ce cadenassage ne fonctionne plus. Donc on a des syndicats qui sont véhéments, on va en parler sans doute tout à l'heure. Et là, il se passe effectivement quelque chose de totalement inédit pour ceux qui suivent les questions de police depuis longtemps, de complètement inédit. C'est-à-dire qu'il y a une libération de parole de part et d'autre, côté police, côté usager, si on veut employer cet étrange terme qu'on retrouve dans le rapport de l'IGPN. Nous sommes des usagers de la police. Mais c'est intéressant de parler d'usagers de la police parce que, d'une certaine manière, c'est le fond, moi, de ma pensée. La police est un service public, est une force publique. Article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. Une force publique instaurée pour le bénéfice de tous. C'est nous protéger avec la violence légitime. Voilà. Alors, la question de la violence légitime... C'est un débat. La question de la violence légitime n'est pas posée dans la Déclaration des droits de l'homme. Mais en tout cas, l'idée qu'il y ait une force publique pour défendre la Déclaration des droits de l'homme et que cette force publique est au service de tout le monde, c'est-à-dire sous l'œil de tout le monde, c'est ça l'enjeu. Et cet enjeu, il n'a jamais été aussi prégnant que ces dernières années. En partie, de mon point de vue, par les coups de boutoir donnés par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des images que les gens ne voulaient pas voir. Tout ce qui se passe depuis 30 ans dans les quartiers, que personne ne voulait voir, qu'à l'intérieur du périphérique, on se refusait de voir, aujourd'hui ça déborde. Aujourd'hui ça arrive. Alors justement, il y a juste dans cette grande base de données qu'on a publiée ce matin, il y a un petit module un petit peu curieux qui n'est pour l'instant pas renseigné, ça s'appelle « Allô la police ». Je crois que ça doit arriver dans quelques temps. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une surprise. Il s'agit d'une surprise, mais je l'ai presque un peu défloré tout à l'heure en parlant du triptyque, l'ordre, ceux qui contrôlent l'ordre au sein de l'ordre, et puis ceux qui communiquent. Voilà, parce que le débat, il est autour de ces trois pôles.
D'accord, eh ben, nous verrons ça dans quelques temps. Alors sur Mediapart, on va vous inviter bien sûr à explorer cette base de données qui fourmille d'infos que tu as réalisée. C'est important de le citer avec Etamine Studio, Widoo Data, Vision Carto et l'équipe de Mediapart, notamment Pascal et Donatien aussi, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Justement, je voudrais juste terminer sur cette question, tu en as parlé un petit peu. On le voit, les syndicats de policiers, en tout cas les syndicats majoritaires, ceux qu'on entend beaucoup, sont très remontés contre les déclarations récentes de Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur a remis en cause la technique d'interpellation dite de l'étranglement. Finalement, il semble un peu revenir sur ses propos. On ne sait plus très bien où il se situe. Et en tout cas, on voit les syndicats de policiers extrêmement énervés, remontés, avec des formes d'action directe parfois, on jette des menottes, etc. Est-ce qu'il y a une bronca, justement, aujourd'hui, dans ce contexte de contestation des violences policières au sein de la police? Il y a une bronca, c'est absolument incontestable. Il y a un désarroi, il y a une souffrance. Il y a aussi toute une montée qui existe depuis 2016 de policiers qui ne sont pas dans les syndicats, qui sont plutôt on va dire inorganisés, mais en réalité qui sont organisés, qu'on appelle les policiers en colère, ils s'appellent comme ça, qui sont pour certains plutôt proches de l'extrême droite. Et donc on a des enjeux internes à la police qui sont extrêmement importants et qui expliquent en partie ce qui est en train de se passer. Il y a des syndicats qui ne marchent pas du tout là-dedans, qui sont minoritaires, Vigie, CGT Police et d'autres, qui sont beaucoup plus discrets, qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. On va dire que Christophe Castaner paye son propre déni. Tout le monde l'a vu, tous les lecteurs de Mediapart l'ont compris. Il y a un déni depuis des années sur les violences policières, alors qu'elles sont démontrées, elles sont cataloguées, elles sont répertoriées, elles sont sourcées. Eh bien, à un moment donné, ce déni lui a permis d'avoir ses troupes, sauf qu'aujourd'hui, le déni, il a explosé, puisque même BFM, même France 2, même Le Monde parle de violences policières sans guillemets. Et donc à ce moment-là, eh bien, vous avez des enjeux internes à la police qui sont plus que sensibles. Il faut faire très attention à ce qui se passe, car en 2016, des policiers armés qui manifestent nuitamment place de la Concorde, c'est pas rien. Ça veut dire des choses. Et donc il y a derrière tous ces enjeux des choses absolument fondamentales qui sont en train de... Et c'est pour ça que ça me semble important d'être précis, de documenter, comme l'a fait Street Press, comme le fait Mediapart. Comme tu le fais avec ce module sur Mediapart. Et chacun s'empare de tout ça, et on peut discuter. Mais c'est quand même assez fou qu'on soit obligé, que la société civile, que les journalistes, que les sociologues soient obligés de percer le mur du silence. Merci. Travail de vigilance, en effet, très important. Donc, retrouver cette base de données qui va s'enrichir dans les semaines et les mois à venir, qui continue, qui va s'installer pour finalement constituer une base de données de l'ampleur des violences policières et de la répression en France. Merci beaucoup, David. Merci. Merci à toi. Oui, voilà, c'est toi. On va partir aux États-Unis. Bonjour Julien Chailloux. Bonjour. Tu es le correspondant de Mediapart, un des correspondants de Mediapart aux États-Unis, correspondant à Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Julien, George Floyd, tué par la police à Minneapolis fin mai, a été enterré à Houston, au sud du Texas, il y a quelques jours, pendant que les manifestations contre les violences policières continuent. On va écouter, si tu veux bien, le témoignage de sa nièce. Hello, my name is Brooke Williams, George Floyd's niece, and I can breathe. Long as I'm breathing, justice will be served for Perry. First off, I want to thank all of you for coming out to support George Perry Floyd. My uncle was a father, brother, uncle, and a cousin to many. Spiritually grounded, an activist, he always moved people with his words. Their officer showed no remorse while watching my uncle's soul leave his body. He begged and pleaded many times just for you to get up, but you just pushed harder. Why must this system be corrupt and broken? Oui, donc un témoignage extrêmement fort, extrêmement poignant. Et elle rajoute d'ailleurs, Brooke Williams, à la fin de cette intervention, plus de crimes de haine. Julien, cette colère de la nièce de George Floyd, c'est une colère ancienne qui traduit le sentiment de nombreux Noirs américains face aux violences policières qui les ciblent particulièrement. Est-ce que c'est une colère que tu ressens aussi, et de quelle façon autour de toi, à la Nouvelle-Orléans, où tu es installé, qui est bien sûr une des grandes villes noires américaines?
Oui, à la Nouvelle-Orléans, c'est comme dans de nombreuses grandes villes américaines, il y a eu des mouvements de protestation, des manifestations quotidiennes depuis la mort de George Floyd. C'est vraiment un mouvement d'ampleur. Les manifestants se retrouvent ici devant la mairie, se retrouvent dans le quartier général de la police pour des prises de parole. On va aussi clamer le nom de ces victimes, George Floyd, Ahmaud Arbery, qu'on retrouve très souvent. Et puis hier, pour la première fois, il y a eu ce terme defund de police qui est arrivé ici à la Nouvelle-Orléans. Alors ce mouvement est parti de Minneapolis, là où a été tué George Floyd, et c'est un mouvement qui dit, puisque la police ne protège pas la population, tout du moins qu'elle ne utilise pas ses forces de bonne manière, eh bien utilisons l'argent alloué aux forces de l'ordre plutôt pour aller financer des associations locales ou des services sociaux qui, plutôt que de faire de la répression, vont faire de la prévention pour justement prévenir ces problèmes-là, plutôt que d'investir tout l'argent dans cette répression. Et dans ce sud américain où tu te trouves, évidemment marqué par l'histoire de l'esclavage, de la ségrégation, il y a notamment des déboulonnages de statues liées à ce passé esclavagiste, statues qui sont souvent dans le sud américain des monuments exaltant la mémoire des confédérés du Sud opposés aux abolitionnistes du Nord au moment de la guerre de sécession américaine au XIXe siècle. Alors ça, c'est un mouvement qu'on retrouve depuis quelques jours, et mercredi, il y a eu quelque chose de très symbolique qui s'est passé à Richmond, qui se trouve en Virginie. Richmond, c'était en fait la capitale des États confédérés. Eh bien, les manifestants ont fait tomber la statue de Jefferson Davis, qui était le président de ces États confédérés. Cette statue est tombée au sol, et un peu de manière, si je peux dire symbolique, elle a été enlevée par une remorqueuse, et on ne sait même pas où est partie cette statue. Ça, c'est un mouvement qu'on retrouve aujourd'hui, mais qui existe, lui, depuis plus longtemps ici à la Nouvelle-Orléans. Il y a une association locale qui s'appelle Take Them Down, NOLA, en gros. Eux, l'idée, c'est de faire justement tomber ces statues, de renommer aussi le nom de ces places. Mais il faut se rendre compte qu'ici, ce mouvement a eu lieu en 2017, mais à l'époque, lorsqu'on a enlevé ces statues, les ouvriers qui sont venus vers ça, ils avaient des gilets pare-balles, ils portaient des casques, ils avaient des masques pour qu'ils ne soient pas reconnus parce qu'il y avait des menaces de la part de suprémacistes blancs. Donc on voit bien qu'en 2 ans, comment les choses ont pu changer et comment la mort de George Floyd a pu complètement changer ces choses-là. Et puis il y a un vrai mouvement de fond qui se fait notamment ici à la Nouvelle-Orléans, avec ces nouvelles manifestations. L'association Take Them Down NOLA est en train de pousser auprès de la mairie pour cette fois qu'on fasse disparaître les noms, par exemple, de Jefferson Davis ou les noms de Robert Lee, qui était aussi un général de l'armée, qui sont encore des noms ici de places très importantes en ville. Ouais, tout un débat donc sur la mémoire de l'esclavage aux États-Unis, mais on en a parlé dans l'émission un peu plus tôt dans la semaine. C'est aussi passé. Il y a aussi une statue, notamment à Bristol, au Royaume-Uni, d'un esclavagiste du XVIIe siècle qui a été déboulonné. Julien, tu viens de publier hier un article sur Mediapart. On va le voir s'afficher. Il y a une institution qui, en ce moment, symbolise un peu cette bataille culturelle. C'est la NFL, la puissante ligue de football américain. Alors, évidemment, aux États-Unis, le football américain, c'est une institution, avec un personnage en particulier qui s'appelle Colin Kaepernick, quart arrière des 49ers de San Francisco, l'équipe phare de San Francisco, qui, à plusieurs reprises, s'était agenouillé au moment de l'hymne américain dans les stades de foot en 2016 et 2017. Il en avait d'ailleurs payé le prix. Depuis, il ne joue plus, il n'a plus d'équipe. Trump, à l'époque, l'avait traité de tous les noms, en faisant quasiment un traître à la nation. Et ce geste, pourtant, le genou à terre, le kneeling, est devenu depuis le symbole des manifestations en cours. Est-ce que cette bataille culturelle, elle continue en ce moment même de faire rage dans les stades de foot, et de quelle façon ? Oui, il y a des changements qui ont l'air de s'opérer au sein de la NFL. Alors, il y a le fameux cas emblématique de Colin Kaepernick dont tu parlais, ce quart arrière effectivement de San Francisco qui s'était agenouillé. Lui était pestiféré, c'était un petit peu le paria de la ligue, et aujourd'hui, des gens de la NFL sont en train de pousser pour qu'on le puisse revenir, pour qu'une équipe le signe. Vous avez Joe Lockhart, un ancien responsable de la communication qui était aussi à l'époque à la Maison-Blanche avec le président Clinton qui lui a demandé à ce qu'une équipe le signe, peut-être même l'équipe des Vikings du Minnesota, donc qui sont basés à Minneapolis, la ville où a été tué George Floyd. Mardi, lors des funérailles justement de George Floyd, le révérend Alp Sharpton, qui est vraiment le grand défenseur ici des droits civiques, a demandé, au-delà des excuses qu'on a pu faire, a demandé ce qu'il soit re-signé. Alors, les choses semblent changer. Le grand responsable de la Ligue de la NFL, qui s'appelle Roger Goodell, en fin de semaine dernière, avait fait une vidéo pour dire qu'il présentait ses excuses aux joueurs, et notamment qu'il s'excusait de ne pas les avoir écoutés plus tôt, une sorte de mea culpa envers Colin Kaepernick. Alors là où c'est un petit peu particulier, c'est qu'il n'a jamais
vraiment citer son nom et qu'on dit quand même que ça risquerait quand même compliqué pour Kaepernick de revenir parce que la plupart des propriétaires sont des Blancs et surtout de grands soutiens généralement de Donald Trump qui est vraiment complètement opposé à ce geste de kneeling. Mais des changements semblent avoir lieu. Par exemple, vous avez ici à la Nouvelle-Orléans le quart arrière aussi, le quarterback Drew Brees, très célèbre, vraiment une des grandes stars de la ligue, qui lui, au début, dans une interview, avait dit que jamais il n'accepterait de s'agenouiller pendant l'hymne américain et face aux protestations, au tollé que ça a soulevé dès le lendemain, il s'était excusé. Et là où c'est intéressant, c'est que Drew Brees avait dit la même chose en 2016, mais à l'époque, il ne s'était rien passé. Donc on voit bien que la mort de George Floyd est en train de faire évoluer les choses. Reste à voir si la NFL va vraiment prendre des changements profonds dans les semaines ou dans les mois à venir. Merci beaucoup, Julien. On peut donc lire cet article sur Mediapart. Bonne journée à toi, à la Nouvelle-Orléans. À bientôt. À bientôt. Écoutons ensemble, si tu veux bien, avant de se quitter, le groupe Voyou, mené en réalité par un garçon qui s'appelle Thibaut, chanteur et compositeur du groupe. Quelle joie l'emporte, ce diable au sourire accroché, qui ne fait que chanter depuis qu'il a quitté. Tôt ce matin, cet appartement parisien, inconnu jusqu'alors de ses nuits, ses aurores. Regardez-le, sourire aux immortels. Il a les yeux et le cœur qui s'éveille, et les avenues qu'il dévale se transforment en carnaval, celui de son enfance, au parapluie qui danse, de son cœur jaillissent des hordes de confettis en désordre, qui l'enroule et l'entraîne dans une journée nouvelle. Avec elle. Hier encore, on l'entendait dans tous les ports, clamer dans l'amertume sa soif de solitude. Qu'il aurait cru à faire danser des inconnus, les yeux loin dans le vague et le cœur qui s'emballe. Regardez-le, sourire aux immortels. Il a les yeux et le cœur qui s'éveille, et les avenues qu'il dévale se transforment en carnaval, celui de son enfance, au parapluie qui danse, de son cœur jaillissent des hordes de confettis en désordre, qui l'enroule et l'entraîne dans une journée nouvelle avec elle. À l'air libre continue de chroniquer la drôle de campagne des municipales. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la percée, relative mais percée quand même, des Verts, des écologistes à ces élections municipales, au premier tour, peut-être également au second. On va en parler avec ma collègue Pauline Graul de Mediapart qui suit les gauches pour le journal. On va en parler aussi avec Simon Persicot qui est professeur de sciences politiques à Grenoble, où les écologistes sont d'ailleurs très forts. Bonjour Simon. Bonjour. Merci de m'inviter. Bonjour Pauline. Alors je vais commencer avec toi Pauline. Quelles sont les villes que les écologistes on pense gagner, sur lesquelles ils ont des chances un peu crédibles ?
Alors, il y a une bonne dynamique au premier tour qui a été évidemment stoppée par le confinement et le Covid. Donc, le deuxième tour est très éloigné du premier tour. Donc, on va voir si ça se confirme ou pas et si l'entre-deux, la campagne d'entre-deux tours, qui est longue comme jamais, revient un peu sur les équilibres du premier tour. En tout cas, il y a eu des villes où, en effet, les Verts ont fait des bons scores et sont en général arrivés en tête. Il y a bien sûr Grenoble avec le maire sortant, Éric Piolle, qui est écologiste, mais aussi Besançon. Enfin, sur les villes gagnables, il y a Besançon, Toulouse, Bordeaux, Marseille avec le printemps marseillais dans une liste d'union de la gauche. Il y a Lyon aussi et Tours. Il y a eu des déceptions néanmoins, comme à Rouen, où en fait la tête de liste écolo a fait une contre-performance, d'autant qu'il y avait eu l'affaire de Lubrizol, mais qui a visiblement plutôt bénéficié à la majorité sortante, et en fait l'écolo est arrivé derrière le PS. Et une autre contre-performance, c'est à Paris, où David Béliard, en tout cas les Verts imaginaient à un moment gagner Paris, et David Béliard a fait presque 3 fois moins de voix que la maire sortante Anne Hidalgo, peut-être du fait de sa stratégie erratique de coalition climat qui avait été envisagée avec Cédric Villani. Enfin, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Et puis à Rennes et à Nantes, les Verts ont fait des très bons scores, mais ils font quand même un accord de deuxième tour avec le PS, les maires sortantes socialistes qui sont arrivés en tête. Voilà, donc il y aura des majorités écolo et socialistes sûrement à Rennes et à Nantes. Donc globalement, en fait, on voit qu'il y a eu une sorte de poussée verte, même s'il y a eu des déceptions. Et qu'on voit bien qu'il y a une sorte de nouveau clivage qui est apparu dans la campagne entre la droite avec les marcheurs qui sont contre la gauche, et les écolos qui bien souvent seront ensemble au deuxième tour. Ouais, on en a parlé sur les cas de Bordeaux et Lyon déjà dans l'émission. Simon Persicot, je me tourne vers vous, puisque justement avec Florent Gougou, vous avez consacré une note à la Fondation pour l'écologie politique, à cette fameuse poussée, percée verte, hein, vous utilisez un peu les deux termes. Alors vous avez compilé les résultats sur les villes de plus de 30 000 habitants, sur les villes de plus de 100 000 habitants, dont on a dit que certaines étaient gagnables par les écologistes à la tête d'une liste, soit écolo, soit d'union. Comment est-ce qu'on peut résumer les choses? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une sorte de saut historique dans les suffrages rassemblés par les écolos à ce type d'élection? Si par saut on entend la différence par rapport à précédemment, ouais, c'est indéniable. C'est-à-dire que dans les villes de plus de 30 000 habitants dans lesquelles ils étaient présents, ils font en moyenne plus de 16% des suffrages, alors que leur record historique était plus autour de 10%. Donc on voit bien qu'il y a une augmentation de plus de 50% de leurs résultats, et ce alors même qu'ils étaient présents dans beaucoup plus de villes que précédemment. Ils sont présents dans la moitié des villes de plus de 30 ans, alors que historiquement, ils ne parvenaient pas, en fait, pour des raisons organisationnelles et militantes, à avoir des listes. Donc il y a un saut indéniable en matière de suffrage. Après, ça reste 16%. C'est pas non plus des scores extrêmement élevés, mais par rapport à dans la trajectoire de l'écologie politique en France, oui, c'est une vraie différence. La deuxième différence, il me semble-t-il, et c'est ce sur quoi on essaye d'insister dans la note dont vous parlez, c'est la capacité des Verts non seulement à avoir des têtes de liste, mais aussi à tisser des alliances de premier tour. Ce qui, de fait, ces alliances leur permettent d'obtenir de meilleurs scores. Et les exemples que vient de citer Pauline Groll, à l'exception de Lyon, où ils sont partis de manière assez isolée, sont des exemples de communes dans lesquelles les alliances de premier tour étaient assez importantes et où les autres partis ont accepté de se coaliser derrière une tête de liste Europe Écologie. Alors, je rebondis là-dessus parce que le paradoxe, au fond, de ces bons résultats, on peut au moins dire ça, c'est qu'au sortir du quinquennat Hollande, l'appareil Europe Écologie est sorti complètement rincé, complètement affaibli par cette expérience-là. Donc, l'appareil était quand même assez faible. Alors qu'on parle d'élections où localement, c'est important d'être implanté, d'avoir du monde. Si j'ai bien compris le sens de votre note, il y a peut-être deux explications à ces bons résultats. À la fois le fait que les enjeux écologistes entre-temps sont devenus très importants pour une part croissante de l'opinion publique, et aussi que peut-être que Europe Écologie a bénéficié de l'effondrement du PS et est apparu
à certains endroits où il n'était peut-être pas spécialement fort, et bien comme la force qui, après tout, pouvait elle aussi agréger autour d'elle des forces de gauche. Est-ce que vous diriez les choses de cette façon-là? Je dirais les choses exactement de la manière dont vous venez de les formuler. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a deux logiques qui sont parallèles et en même temps qui sont pas tout à fait indépendantes les unes des autres. La première, je dirais, sociologique, politique, idéologique et même dans l'espace des mouvements sociaux, où l'écologie, les questions d'environnement, les questions d'anthropocène, etc., prennent une importance de plus en plus forte dans l'attention des médias, dans l'esprit citoyen. Ils sont maintenant très nombreux, près d'un quart de la population, à considérer que c'est un des deux enjeux prioritaires du pays. Oui, justement, on va pouvoir montrer un graphique de votre note à ce sujet où on voit bien le saut qu'il y a eu donc par rapport aux années précédentes dans à la fois dans l'importance que les gens donnent à cet enjeu lorsqu'on leur demande quels sont les enjeux qui pour vous comptent le plus. Tout à fait. Donc il y a vraiment cette explication, on va dire, sociopolitique, mais qui n'est pas électorale et qui est importante en fait. C'est quoi on parle, quels sont les problèmes qu'il convient de régler dans la société, etc. Et qui, de fait, bénéficient aux écologistes, car les écologistes sont les premiers à avoir mis ces enjeux sur le... Ils sont souvent aussi assez crédibles parce qu'ils viennent des sphères de l'écologie associative ou même industrielle dans certains cas, etc. Donc, ils bénéficient en fait de cette grande visibilité des enjeux sur lesquels ils se sont fondés. Le deuxième point, comme vous l'avez dit, c'est effectivement le grand bouleversement de l'espace de gauche, on va dire au sens large, en tout cas à gauche d'Emmanuel Macron, qui a commencé en 2017 avec l'effondrement du Parti socialiste, les 6%, qui avait été capté en partie à ce moment-là, d'un côté par Emmanuel Macron, qui a réussi à convaincre un certain nombre d'électeurs anciennement socialistes de voter pour lui, puis d'autres par Jean-Luc Mélenchon, qui avait quand même obtenu 20% des suffrages, un peu moins. Et du coup, en même temps, c'est à la fois Emmanuel Macron a perdu ses électeurs de gauche, sans doute en lien avec les politiques qu'il mène, et ça s'est vu dès les européennes, et ça se confirme très très largement là, lors des municipales. Et puis, la France insoumise, incapable, ou en tout cas n'est pas parvenue à apparaître comme étant un pivot de rassemblement en fait, de l'espace de gauche en décomposition, ou en tout cas en bouleversement lié à l'effondrement du Parti socialiste. Et c'est dans cet exercice que Europe Écologie Les Verts, qui s'appuie en fait sur des idées qui sont centrales pour une réflexion politique dans cet espace, apparaît comme un potentiel pivot. Parfois, pas tout le temps. C'est vrai dans les grandes villes que dans un certain nombre d'autres espaces, etc. Mais en tout cas, voilà, il faut bien que la horreur du vide et Europe Écologie, pour deux élections conséquentes, successives, à la fois les européennes et les municipales, montre qu'elle est en capacité de se positionner comme réceptacle de cette demande de renforcement de cette... Alors, vous dites un pivot parfois, mais pas tout le temps. C'est la question que j'avais pour toi, Pauline, parce que tu as déjà adressé dans Mediapart, hein, les abonnés ont pu le lire, un panorama des alliances qui se sont faites ou pas entre les deux tours. C'est-à-dire là, les dernières semaines, au moment où les listes ont été déposées. Qu'est-ce que tu en as retenu? J'ai l'impression que la plupart du temps, les alliances ont été possibles. Est-ce qu'on peut isoler quand même les lieux et les points qui ont créé problème, qui ont posé difficulté à ces alliances, que ce soit avec les socialistes la plupart du temps ou plus à gauche avec des insoumis? Alors en fait, globalement, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu une sorte de coalition rouge-rose-verte dans une majorité de villes. En fait, les Verts ont fait alliance surtout avec le PS, mais parfois aussi avec la France Insoumise. Donc c'est le cas à Tours où en fait derrière la tête de liste écolo, ça va d'anciens du NPA jusqu'au PS. C'est aussi le cas à Toulouse où derrière la tête de liste, là encore écolo, il y a une alliance qui s'appelle l'Archipel Citoyen, qui est à la fois citoyenne, d'ailleurs comme à Tours, citoyenne, la France Insoumise.
et puis le PS, qui c'était un petit peu plus compliqué à Toulouse, mais finalement le PS soutient quand même l'Archipel citoyen, et ils peuvent gagner contre le maire sortant Moudenc. À Marseille aussi, il y a eu le printemps marseillais, où c'était pareil, une sorte de coalition entre citoyens et différents partis, avec à sa tête une ancienne écologiste qui s'appelle Michel Rubirola. Et en fait, il y avait aussi un candidat ELV parti en autonome qui a finalement rejoint dans l'entre-deux tours cette coalition du printemps marseillais. À Bordeaux, Pierre Urmic est en alliance avec le PC, le PS et Génération, même s'il doit faire avec la candidature de Philippe Poutou du NPA et d'une partie de la France Insoumise qui se maintient au deuxième tour. Mais on voit aussi à Rennes, à Nantes, il y a eu des accords à peu près sans problème. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une sorte de pôle de gauche écologisé ou d'écolo de gauche, on ne sait pas trop comment l'appeler encore. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les Verts ne peuvent pas faire sans la gauche. On voit à Paris qu'en fait, la stratégie d'essayer de plus se rapprocher du centre n'a pas très bien marché, et qu'aussi que la gauche et le PS, les maires sortants PS, ne peuvent pas gagner sans les Verts. Alors c'est vrai, sauf qu'il y a deux exceptions notables. D'une part, à Lille, où Martine Aubry, la maire sortante, a refusé l'alliance avec les Verts, alors qu'elle arrivait quand même d'une courte tête devant au premier tour, mais elle tente le tout pour le tout, et donc elle ne fait pas d'accord, ce qui est même politiquement interroge, parce que elle était l'artisane de l'accord entre François Hollande et les Verts en 2012, et là, elle veut faire sur les Verts, là, de manière volontaire. Et à Strasbourg aussi, il y a eu un coup de théâtre, c'est-à-dire que la socialiste Catherine Trautmann, qui devait dès le début se ranger derrière Jeanne Barséguian, qui est la candidate écolo, elle a finalement décidé de se maintenir à la faveur de péripéties ayant trait un peu à la séquence du Covid. Donc c'est possible que Strasbourg repasse à droite du fait de la division entre ELV et le PS, d'autant plus qu'à la dernière minute, sur le jour du dépôt des listes de deuxième tour, il y a eu une alliance surprise entre la REM et la droite. Donc, qui les a sans doute pris de court. Je me tourne vers Simon sur cette question-là. Dans la note, vous insistez beaucoup avec Florent Wougou sur le fait que les alliances se font exclusivement à gauche. En tout cas, là, on parle des villes de plus de 30 000 habitants. En gros, pour vous, c'est vraiment l'espace naturel, ça ne veut rien dire, mais en tout cas l'espace privilégié de l'écologie politique en France. Et je vous pose la question parce que ça interroge forcément. Il y a certaines figures d'Europe Écologie dont on dit qu'elles ont certaines proximités ou certaines porosités avec la Macronie au sens large. Et puis surtout, à l'échelle européenne, dans des systèmes parlementaires, on voit que des alliances sont possibles entre des écologistes et des partis qui sont centristes, libéraux, voire carrément conservateurs, comme ça s'est produit récemment en Autriche. Et donc, là, pour le coup, il y a un aspect très, très français d'un espace privilégié à gauche. Alors, en fait, il y a un peu de mécompréhension, il me semble, derrière cette espèce de règle qui voudrait que les Verts français soient vraiment différents des autres. En réalité, la plupart des partis verts européens, y compris les Autrichiens, qui gouvernent désormais avec la droite autrichienne, avec le VP, quand vous lisez leur programme, quand vous essayez de mesurer leur position, ils sont tous placés à gauche de l'échiquier politique sur tous les enjeux. Lutte contre les inégalités, place laissée aux minorités, tolérance, écologie évidemment, où on peut placer les gens sur un axe gauche-droite. Après, la différence, c'est que les systèmes institutionnels mènent à des logiques de cooptation et des logiques de pratique du pouvoir qui sont totalement différentes et qui font que, par exemple, pour le cas des Verts, la question c'était est-ce qu'on renouvelle une coalition entre le VP et l'extrême droite, ou est-ce que les Verts acceptent de faire une coalition bizarre dans laquelle ils forcément perdent beaucoup d'arbitrage, mais pour éviter une reproduction de la coalition droite-extrême droite. Et donc c'est ces questions-là qui se posent beaucoup plus en fait dans les régimes parlementaires où le mode de scrutin est proportionnel à un tour et où en gros du coup derrière les alliances sont possibles et en fait et même les communications de premier tour d'une certaine manière sont plus libres. En France c'est différent parce que cette logique des deux tours
et même au municipal, en fait. Il y a exactement cette même logique des 2 tours. Elle invite à faire son camp de manière plus claire et choisir ses partenariats d'alliance avant même l'élection, de cette manière. Donc ça oblige les Verts, en fait, à clarifier dans quel espace politique ils se situent et à exclure des alliances potentielles. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la stratégie de l'alliance vers le centre ou d'éventuelles coalitions avec la droite, qui a été un peu tentée par Béliard à Paris, elle est inaudible en fait dans le système politique français, pour la principale raison que les électeurs d'Europe Écologie Les Verts, les électeurs qui ont des partis écologistes, sont également positionnés beaucoup plus à gauche sur toutes les autres questions qui sont aussi importantes, hein. Encore une fois, celle de la redistribution des richesses, la lutte contre les inégalités, celle de la tolérance, de l'ouverture, du multiculturalisme, etc. Et donc, c'est en ça qu'un tel signal, finalement, est potentiellement risqué, parce qu'on risque de s'aliéner toute une partie des électeurs dont, en fait, les valeurs sont de plus en plus convergentes, électeurs de gauche et électeurs écologistes, pour une stratégie qui peut se comprendre en fait pour quelqu'un qui serait habitué des régimes proportionnels ou même de l'Union européenne, par exemple, où ça fonctionne beaucoup ça, on a des périmètres de coalition un peu larges, qui perdent beaucoup d'arbitrage. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Très bien. Dernière question, puisqu'on arrive à la fin de cette séquence. Bon, là, c'est un succès à des élections locales. On a parlé d'un succès à des élections européennes peu avant. Pauline, quand on avait interrogé Julien Bayou, c'était au moment de la mobilisation contre la loi sur les retraites, il nous avait dit vouloir cristalliser un 3e pôle pour échapper à la tenaille Macron-Le Pen, et il avait évoqué aussi un chemin des municipales jusqu'au national. Donc on voit bien qu'il y a cette idée de transférer des résultats locaux au niveau national, là où se joue le pouvoir national. Sur ce chemin que nous décrivait Julien Bayou, toi qui échanges beaucoup avec les Verts, puisque tu couvres leur actualité, quels sont les obstacles qui te semblent les plus évidents, les obstacles et peut-être aussi les opportunités? Alors en fait, effectivement, les Verts, ils veulent devenir le nouveau parti pivot de la recomposition politique à la gauche de Macron. Donc en fait, il y a eu les européennes qui étaient un succès, mais enfin quand même très relatif, parce qu'ils ont fait que 13,5% de voix, donc c'est pas non plus un triomphe, hein. Mais en tout cas, ça a été perçu comme une réussite, parce que toute la gauche, tout le reste de la gauche en fait a échoué. Et en fait, ils veulent se servir des municipales comme d'un marchepied vers les régionales, la présidentielle et législative de 2022. Alors en fait, on voit qu'il y a déjà 2 personnages qui se préparent, et que les mois qui arrivent vont être... l'enjeu va être de déterminer sans doute qui sera le plus légitime entre les deux. Donc il y a Yannick Jadot, donc lui il ne cache pas ses ambitions présidentielles. Il s'est imposé pendant les européennes, mais en fait depuis un an il a du mal à trouver sa place. Et puis sa stratégie, pour être un peu caricaturale, de regarder vers le centre en fait n'est pas confortée par le scrutin municipal. Bon, c'est un peu caricatural, mais quand même le mauvais score de Paris penche vers dans ce sens. Et puis en plus, il n'a pas été très crédible, hein, très audible pendant la période du confinement, où en fait il a été très présent médiatiquement, mais on n'a pas vraiment entendu ce qu'il voulait dire. Il n'a pas dit grand-chose. À l'intérieur des Verts, on le soupçonne aussi de ne pas être clair sur la question de son opposition à Macron. Voilà, donc il y a l'eurodéputé Yannick Jadot, oui. Et la deuxième figure dont tu voulais parler? Et la deuxième figure, c'est évidemment Éric Piolle, donc le maire de Grenoble, qui va être sans aucun doute réélu le 28 juin, qui propose, lui, d'être dans une coalition qui ressemble plus à celle qui a lieu au municipal, un peu une coalition rouge-rose-verte. Il a avec lui, il forme une sorte de triumvirat avec, en tout cas il aimerait le faire avec Anne Hidalgo, la maire de Paris socialiste, et François Ruffin, le député France Insoumise. Ils vont essayer de faire quelque chose tous les trois pour proposer une sorte de bloc qui sera en fait parallèle à une probable candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais qui sera à gauche de Macron.
Simon, je me tourne vers vous. Quand j'étais allé à Grenoble justement pour couvrir l'élection à laquelle concourait Éric Piolle, votre co-auteur, donc Florent Gougou, me disait en fait ça va être très important pour les Verts de savoir s'ils peuvent garder une grande ville telle que Grenoble. Donc bon, avec 46% des voix au premier tour, ça semble quand même très très bien parti. Et vous-même, dans la note, tous les deux, vous dites finalement Europe Écologie devient une force qui potentiellement peut gagner des élections à 2 tours. C'est-à-dire qu'elle ne brille pas forcément qu'à des élections à la proportionnelle, à 1 tour, mais elle peut gagner des élections à 2 tours où il y a besoin d'agréger dans un 2e tour. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a un changement de statut d'Europe Écologie et si oui, comment on peut nommer ce statut? Quel est ça reprend un peu la question que je posais au début de l'entretien sur l'espèce de saut historique. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, la capacité de gagner des élections à 2 tours, y compris des municipales, enfin les municipales en sont, ça c'est une forte nouveauté. Donc il y a un changement de statut de ce point de vue-là. En gros, moi je me rappelle quand historiquement j'avais commencé à travailler sur ces sujets-là en 2000, dans les années 2000, il y avait un cas à Grenoble déjà de quelqu'un qui était capable de gagner une élection, c'était au conseil départemental, conseil général, dans une élection à 2 tours. C'était vraiment des bizarres locales, etc. Aujourd'hui, là, on va voir que donnent les résultats du second. On voit qu'ils sont quand même en capacité de le réaliser dans un certain nombre de villes, 2, 5, on verra. Et donc ça change. Après, se pose la question de la présidentielle, en fait, parce que effectivement, c'est l'élection structurelle et qui en plus détermine l'exercice du pouvoir national, elle est essentielle. Et il y a 2 ans, je vous aurais dit que c'est totalement impossible. Enfin, même, je dirais plus, il y a 4 ans, j'aurais dit que c'était totalement impossible. Mais en même temps, la présidentielle est devenue tellement bizarre, d'une certaine manière. La vie politique est tellement bouleversée et tellement imprédictible. On le voit dans d'autres pays, mais il n'y a pas de raison que la France en soit prémunie, que ça rend des choses possibles. Enfin, je veux dire, quand vous voyez un Mélenchon qui fait près de 20%, quand vous voyez un Emmanuel Macron qui était inconnu de qui que ce soit 3 ans auparavant être élu, on se dit effectivement, parmi les 2 candidats dont vient de parler Pauline Grohl, et dans un contexte où ils réussissent à créer un espace politique, ils n'ont pas beaucoup de concurrence à gauche, ils réussissent à minimiser en fait, la division des forces de cet espace politique de gauche écolo, ça rend les choses tout à fait possibles. Et comme ils sont plutôt en position de force dans la construction de cet espace, et puis ils y participent beaucoup, Éric Piolle fait de grands efforts et avec quelques succès pour justement rassembler le plus large possible. Et d'ailleurs, je rajouterai à Pauline Grohl que ça va même jusqu'à ceux qui abandonnent Macron sur gauche, des gens comme Mathieu Orphelin, et y compris jusqu'à François Ruffin du côté France Insoumise. Donc c'est en fait cette capacité à mettre tout le monde d'accord autour de l'idée selon laquelle sans union, il n'y a pas de capacité à gagner la présidentielle. Ça c'est certain, puisque le ticket est quand même élevé pour réussir à se maintenir au second tour. Ensuite, si un candidat de cet espace réussit à se maintenir au second tour, ça devient directement un candidat crédible pour la victoire. Très bien, merci Simon Persicot. Je rappelle donc que votre note, elle est disponible en ligne, en accès libre, si on va sur la Fondation pour l'écologie politique, pour ceux qui voudraient approfondir ce qu'on vient de se dire, pour ceux qui veulent approfondir aussi toute la campagne des municipales et ce qui va se passer d'ici le 28 juin. Eh bien, écoutez, rendez-vous sur Mediapart en suivant les articles de Pauline Grohl, bien sûr, mais de tous les membres également du pôle politique de Mediapart et de l'émission À l'air libre. Merci à vous deux et tout de suite, nous retrouvons nos 2 compères Usul et Cotentin pour les déconfinotes. Tu m'entends ? Ouais, t'as vu le plan de Macron dans le Figmag là ? Il a dit à ses investisseurs de 2017 qu'il allait peut-être démissionner pour ensuite se représenter et se recréer une légitimité. C'est bien, ça, c'est une bonne idée, ça. Oui, Macron démission, très bien, très bien, très bien. Ouais, mais apparemment, en fait, c'est plutôt une rumeur. Sibeth Ndiaye, elle a même dit que c'était une rumeur loufoque. Non, c'est pas une rumeur loufoque, c'est un très bon plan. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Super plan, vas-y, Macron, je suis derrière toi, putain. Bon, ça y est, c'est vraiment fini le confinement. On n'applaudit plus les soignants, on n'applaudit plus le service public. C'est fini toutes ces conneries, on peut reprendre les bonnes vieilles habitudes. Ouais, fonctionnaire feignasse. Plus de 800 000 enseignants ont dû donner des cours à distance. Premier chapitre. La plupart se sont adaptés et ont innové, mais d'autres ont carrément abandonné leurs élèves pendant plus de 2 mois.
Ce reportage qui est passé mardi dernier dans le 20h de France 2 a pas mal énervé les profs. Le reportage insistait sur ces profs qui étaient de sacrés tirs au flanc, hein, de sacrés branleurs. Ouais, bah d'ailleurs, 40 000 profs comme ça qui ont arrêté de voir leurs élèves Bah on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'ils faisaient. Dans l'enquête, on voit des pauvres élèves qui chouinent parce qu'ils ont pas eu de cours de maths. Il y avait certains qui n'envoyaient pas de cours ou ne donnaient pas de nouvelles. Je l'ai très mal vécu puisque il y avait personne pour m'aider. T'aider à quoi? Y a pas de devoirs, y a pas besoin d'aide pour les devoirs du coup, tu peux profiter, chill un peu là. Ouais, mais en fait ça c'est des enfants de droite, c'est les mêmes qui au lycée vont être contre les blocages parce que ça les empêche d'aller en cours. Comment expliquer ces absences de certains profs? Une mauvaise maîtrise de l'informatique, un proche tombé malade? Une certitude, nous avons récolté pendant notre enquête des dizaines de témoignages d'élèves, de parents et de proviseurs. Donc il n'y a pas de témoignages de profs décrocheurs, hein. Là par contre on saura pas. Bah peut-être qu'ils ont essayé de les appeler mais que ces profs-là ont pas décroché. Haha. En tout cas, première faille de l'enquête. Oui, parce qu'ils appellent ça une enquête, hein, une longue enquête même. L'enquête de l'œil du 20h sur les profs décrocheurs a irrité, pour ne pas dire plus, un certain nombre d'enseignants. Lui, c'est le médiateur de France Télé. Il va devoir expliquer le choix éditorial de France 2 ce soir-là. Expliquer, c'est pas déjà un peu excusé, ça? Je suis allé voir Thibaut de Barberac, le rédacteur en chef adjoint du 20h, pour qu'il nous détaille l'enquête et les raisons de l'enquête. Thibaut de Barberac, bah tiens, comme par hasard. Non, mais tu peux pas supposer que parce qu'il a une particule, il est de droite, et donc comme il est de droite, il laisse passer des sujets anti-fonctionnaires et donc il vote Fillon. Bah écoute, tu as déduit ça tout seul, hein. Non mais c'est de la bourgeois-phobie, écoute au moins ce qu'il a à dire. Et dès le début du confinement, très rapidement, on a été alerté par un certain nombre de parents, et même par certaines personnes du monde éducatif, sur des profs qui avaient disparu de la circulation. Et donc on enquête, ça fait partie de nombreux sujets sur lesquels on enquête. Moi ce qui me flingue, c'est qu'on va pas présenter au public une enquête qui a pas donné de résultat. On sait toujours pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils faisaient les 5% là. Ils auraient pu en trouver un même, ils le floutent au pire, et puis il est là. Oui, c'est vrai, j'aime pas les élèves, j'avais pas envie de les aider. Ouais, mais en même temps, on a quand même une info, on sait qu'il y a 4 à 5% de profs qui ont été absentéistes. C'est même pas une info, dans le monde j'ai trouvé ces chiffres qui disent que le taux d'absentéisme dans le privé, il était en moyenne en 2017 de 4,72%. Donc que dans des conditions exceptionnelles et difficiles, il y ait 4 à 5% de profs qui n'aient pas réussi à assurer des cours en ligne pour lesquels ils étaient même pas formés, ça me paraît pas déconnant. Le reportage de l'œil du 20h disait 4 à 5% des professeurs auraient disparu de la circulation, chiffre confirmé par le ministère de l'Éducation nationale lui-même. Donc en effet, on a souligné que 95% des profs faisaient bien leur boulot. Bon, Thibaut de Barberac, il dit quand même qu'ils ont fait plein de sujets sur les 95% de fois où ça se passe bien. Mais oui, ils ont fait plein de sujets sur les fonctionnaires, ces héros, ces travailleurs essentiels, machin, tout ça pendant 3 mois. Mais là, c'était trop, là, fallait que le trop-plein sorte, là, il était temps de, à nouveau, briser les tabous. On a fait passer les profs pour la profession héroïque. Mais moi, je vois pas en quoi ils ont été héroïques. Ils ont pas été au chômage partiel, ils étaient payés à 100%, ils ont fait un travail qui était partiel. Oui, il a raison Grégory, c'est qui va leur demander des comptes? Non mais tu vois, parce qu'on est là à tomber à bras raccourcis sur la police, elle doit donner des comptes pour les brebis galeuses. Non mais la police, elle tue des gens. Les profs tuent très peu d'élèves, ou alors c'est marginal, donc faudrait comparer ce qui est comparable quand même. Bah d'ailleurs l'IGPN a sorti la semaine dernière son rapport de 2019, et bah figurez-vous qu'il y a 0 plainte contre des profs. Pas un élève n'a eu un œil crevé ou une main arrachée. Ah non mais c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Pendant le confinement, tout le monde aimait les fonctionnaires, même les profs, hein, parce qu'ils occupaient un peu les gamins qui étaient intenables à la maison là. Et puis voilà, bah c'est fini, la bourgeoisie reprend ses vieux réflexes. Bah ouais, mais de toute façon, faudrait aussi continuer à taper par exemple sur les soignants, hein. Eux aussi, on les a pas mal épargnés alors qu'ils sont payés avec de l'argent public, c'est des feignasses. Oui, bah alors ça se dit pas comme ça. On parle du casse-tête des 35 heures à l'hôpital public, mais t'inquiète pas, ça a recommencé. Ah, j'ai eu peur. Merci aux déconfinautes, merci Fabien et Pauline. On vous retrouve très vite dans L'air libre et sur Mediapart. Demain, sur Mediapart, justement, ne ratez pas notre nouveau documentaire. Il s'appelle Le Géographe et l'île, en partenariat avec Images et Bibliothèques. L'histoire d'une île au Japon qui se bat depuis 30 ans contre la construction de 2 réacteurs nucléaires sous la caméra de Christine Bouteiller. Le géographe Philippe Pelletier explore ce minuscule laboratoire de réflexion environnementale. C'est vraiment à ne pas rater, un très beau documentaire que nos abonnés pourront voir et revoir pendant 3 mois. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve lundi, passez un bon week-end.